Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Croisée des Chemins, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour notre point info du jour et commençons par l'actualité. Les États-Unis sont une fois de plus impliqués au Moyen-Orient. L'armée américaine a mené son premier raid aérien, connu sous la nouvelle administration. Les États-Unis ont lancé des frappes aériennes en Syrie jeudi, frappant un site utilisé par 2 milices soutenues par l'Iran. Cette action fait suite aux récentes attaques roquettes sur l'aéroport Ebril en Irak, qui ont tué un civil et blessé 5 Américains. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin se dit confiant qu'ils ont atteint la bonne cible. La Maison-Blanche n'a pas directement blâmé un groupe spécifique pour les attaques à la roquette en Irak, mais elle a dit qu'elle tiendrait l'Iran pour responsable des actions de ses mandataires. Austin dit qu'il a recommandé à Biden d'autoriser l'attaque aérienne. C'est la première action militaire de Biden depuis son arrivée au pouvoir. Austin dit que l'administration a été délibérée dans son approche. L'Observatoire syrien des droits de l'homme basé en Grande-Bretagne fait état de 22 victimes à présent. Ils disent que le nombre pourrait augmenter. L'attaque aérienne survient alors que l'administration Biden cherche à rejoindre le marché nucléaire iranien en 2015. Pour rappel, le président Trump s'en était retiré en 2018. Il a déclaré qu'il avait donné à l'Iran des milliards de dollars, mais n'avait pas réussi à empêcher le régime de développer des missiles balistiques. Et à présent, la Russie intervient. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré vendredi que les États-Unis avaient donné à la Russie un avertissement de 4 à 5 minutes avant les frappes. Il dit que ce n'était pas suffisant. Il ajoute que l'avertissement a été donné alors que les fusées étaient déjà en route, ajoutant que cela n'a aucune valeur, même sous l'angle de la déconfliction. Ceci fait référence aux communications entre les militaires américains et russes sur l'espace aérien syrien afin d'éviter des affrontements entre eux dans les airs. La Russie joue un rôle majeur en Syrie depuis 2015, date à laquelle le président Vladimir Poutine y a envoyé des forces pour soutenir son allié de longue date, le président syrien. Vendredi, le ministère syrien des Affaires étrangères a condamné cette frappe, affirmant qu'elle était en violation du droit international et qu'elle augmenterait encore les tensions dans la région. Le président de la Commission des Affaires étrangères de la Douma d'État russe, Leonid Slutsky, a déclaré que l'attaque montre que Washington n'est pas intéressé par la paix en Syrie. Le Pentagone a défendu cette initiative, disant, je cite, que c'est un message sans ambiguïté. Biden agira pour protéger le personnel américain et celui de la coalition. Dans le même temps, nous avons agi de manière délibérée dans le but de désamorcer la situation générale dans l'est de la Syrie et en Irak. La dernière frappe américaine à la frontière syrienne remonte à 2019. Certains accusent Biden et la vice-présidente Kamala Harris d'hypocrisie en disant qu'ils font la même chose que ce qu'ils ont reproché pendant longtemps à Trump. Le démocrate progressiste Ilhan Omar a également publié un tweet datant de 2017 de la secrétaire de presse Jen Psaki. Psaki avait demandé quelle était l'autorité légale dont disposait Trump pour ordonner ces frappes aériennes en Syrie. Omar a cité le tweet jeudi en écrivant « Grande question ». D'autres internautes ont affirmé que les États-Unis ont bombardé la Syrie plus vite qu'il n'a fallu pour passer l'échec de relance de 2000 $. Passons au plan d'aide à la lutte contre la pandémie de Biden, d'un montant de près de 2 milliards de dollars, qui est confronté à des défis. Les républicains ont affirmé que les démocrates ne sont pas prêts à faire des compromis. Biden a déclaré, je cite, « Les critiques disent maintenant que le plan est trop grand. Permettez-moi de leur poser une question, poursuit-il, une question rhétorique. Que voudriez-vous que je coupe? Qu'est-ce que vous laisseriez de côté ?» Fin de citation. Les républicains de la Chambre ont répondu, je cite, beaucoup de choses. Pour commencer, le membre du Congrès Mark Wayne Mullin, il suggérait de réduire de 350 milliards de dollars le sauvetage des États bleus, 223 millions de dollars pour le métro de la Silicon Valley de Pelosi, 12 milliards de dollars d'aide étrangère et 50 millions de dollars pour le planning familial. En effet, certains évoquent un projet de métro controversé de plus de 100 millions de dollars dans la Silicon Valley. La planification de ce projet est en cours depuis plusieurs années, mais il n'a pas encore été lancé. Selon Mercury News, le projet a suscité l'indignation des responsables locaux qui affirment que les coûts
sont exorbitants et que l'on ne peut que s'attendre à ce qu'il augmente. En 2018, son coût était déjà estimé à près de 5 milliards de dollars. Il est passé à près de 7 milliards. Selon le calendrier actuel, il est prévu qu'il soit achevé en 2030. L'ambitieux projet vise à construire des quais ferroviaires à 100 pieds sous le niveau de la rue. Ce serait le plus grand tunnel de métro jamais construit, si grand qu'il pourrait s'adapter à une autoroute à 4 voies sur près de 5 miles. Des ascenseurs à grande vitesse feraient remonter les passagers à la surface. Les républicains, à présent, critiquent les démocrates pour avoir fait passer le plan de relance sans acceptation de contribution ou révision. Le leader de la minorité parlementaire, Kevin McCarthy, a déclaré que sur les 286 amendements proposés au projet de loi, seuls 2 ont été acceptés. Appelé Pelosi Payoff, plusieurs dirigeants républicains affirment que seulement 9% de l'ensemble du programme est consacré à l'aide aux victimes de la pandémie. En effet, selon le sénateur John Kennedy, pour dire les choses simplement, cette législation n'est pas une mesure d'allègement des coûts. Pour le reste, c'est une citation de la liste des souhaits néo-socialistes. Une note de service du député Jim Bank a fait état des problèmes que les républicains rencontrent avec le parquet. Par exemple, le projet de loi est laxiste à l'égard de la Chine, en permettant que les fonds aillent aux écoles qui s'associent au régime communiste. Il inclut des fonds pour l'avortement et ne permet pas aux 2/3 des écoles d'utiliser les fonds pour la pandémie avant 2023. Le vote de la Chambre sur le projet de loi prévoit de suivre strictement les lignes du parti. Et une autre partie du projet de loi suscite la controverse, le salaire minimum de 15 $ proposé par Biden. Un officiel du Sénat a décidé qu'il ne pouvait pas être inclus dans le projet de loi. Les perspectives d'augmentation du salaire minimum américain ont pris un coup potentiellement fatal, un responsable du Sénat ayant décidé que les législateurs démocrates ne peuvent pas faire passer la proposition en accéléré au Congrès. Les démocrates avaient espéré inclure l'augmentation du salaire minimum dans leur projet de loi d'aide de 1,9 trillion de dollars. Ils avaient l'intention de le faire passer au Sénat contrôlé par les démocrates sans le vote des républicains. En effet, dans une déclaration, la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a déclaré que Joe Biden était déçu de cette décision. Le salaire minimum fédéral actuel est de 7,25 $ de l'heure et a été augmenté pour la dernière fois en 2009. Joe Biden et la plupart de ses collègues démocrates veulent doubler le salaire minimum pour le porter à 15 $ de l'heure d'ici 2025. Mais la décision de jeudi signifie que les démocrates devront probablement adopter un projet de loi séparé et entreprendre la tâche difficile d'obtenir un certain soutien des républicains pour cette mesure. Le sénateur Lindsey Graham, principal républicain de la commission sénatoriale du budget, a salué la décision du sénateur sur Twitter en écrivant que la conciliation ne peut pas être utilisée comme un moyen de faire passer des changements législatifs majeurs par l'un ou l'autre parti par un vote à la majorité simple. Fin de citation. Pourtant, et malgré la décision de jeudi, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré que la Chambre contrôlée par les démocrates inclurait toujours la disposition relative au salaire minimum avant d'envoyer le projet de loi d'allègement au Sénat. Cela laisserait au leader de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, le choix de supprimer la disposition ou de contester la décision de jeudi. Malgré cette décision, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et d'autres démocrates de haut niveau maintiennent une augmentation du salaire minimum dans le projet de loi. Madame Pelosi a qualifié cette décision de décevante, ajoutant que les démocrates de la Chambre des représentants poursuivront toutes les voies possibles pour faire passer le salaire minimum national à 15 $ de l'heure. Les républicains affirment que cela n'a rien à voir avec le soulagement dû à l'épidémie et que cela va nuire aux entreprises en difficulté. Passons maintenant à la conférence sur l'action politique des conservateurs, ou CPAC, à Orlando, en Floride, le plus grand rassemblement des conservateurs au monde. Tous les yeux sont tournés vers la liste des orateurs. Mike Pompeo a pris la parole samedi. Il a déclaré que les ambitions hégémoniques des dirigeants chinois verront le désengagement avec la Chine, entamé par l'ancien président Donald Trump, se poursuivre au niveau mondial et à la Maison-Blanche. Le désengagement devra certainement avoir lieu, dit-il. Pompeo a déclaré que l'approche d'engagement stratégique de longue date envers le régime chinois
qui a été établi à l'époque par Richard Nixon et par son secrétaire d'État Henry Kissinger, a échoué. Il pense que les pays, y compris les États-Unis, iront de l'avant pour abandonner cette approche d'engagement. Maintenant, ils vont sûrement faire différemment, dit-il. En effet, pendant plus de 40 ans, chez les démocrates ou les républicains, il y a eu cette idée d'engagement avec la Chine et que les choses vont s'améliorer. Mais nous avons vu que le PCC, le Parti communiste chinois, a profité de cela et a saccagé les emplois américains et a détruit une grande partie de ce en quoi nous tenons tant ici aux États-Unis. Au cours de son discours prononcé plus tôt dans la journée, le diplomate en chef de Trump a salué le succès des réalisations de sa politique étrangère American First, notamment une approche de pression maximale à l'égard de l'Iran, le déplacement de l'ambassade américaine en Israël à Jérusalem, la gestion des tensions avec la Corée du Nord et les accords historiques d'Abraham qui offrent une nouvelle voie vers la paix au Moyen-Orient. Pompeo a déclaré que l'administration Trump a réussi dans un large éventail de domaines de la politique étrangère que d'autres pensaient impossibles. Il a ajouté, je cite, « On nous a dit que vous ne pouviez pas déplacer l'ambassade des États-Unis en Israël à Jérusalem, il y aurait une guerre. Eh bien, nous l'avons fait et il n'y a pas eu de guerre. » Pendant ces 4 années à la Maison-Blanche, l'approche de M. Trump à l'égard du PCC a servi de signal d'alarme pour tous les pays occidentaux. Bien qu'il ne soit pas certain que l'administration Biden et les autres pays occidentaux suivront pleinement l'approche de Trump, on s'attend tout de même à ce que de nombreux pays l'adoptent partiellement. Le désengagement avec le régime chinois se poursuivra au niveau mondial, finit-il. Biden a déclaré que la Chine est le concurrent le plus sérieux de l'Amérique, mais il a également déclaré que son administration est prête à travailler avec le PCC chinois au pouvoir. Quant au sénateur Ted Cruz, il s'est exprimé également vendredi à la CPAC, disant qu'il n'ira nulle part face à la culture de la dénonciation. Il a également déclaré qu'il pense que Trump n'ira nulle part non plus et qu'il continuera à jouer un rôle dans la politique du Parti républicain. Le Parti républicain est actuellement en train d'évaluer la voie à suivre. Le leader de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré jeudi qu'il soutiendrait absolument Trump lors de ses prochaines élections s'il est le choix du parti. Il a cependant accusé Trump d'être responsable de la violation du Capitole. Certains veulent un changement de direction, mais d'autres estiment que la seule voie à suivre est d'adopter Trump et son programme American First. Voilà, croiser les chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Au revoir.